Polysécure, épisode spécial. On continue notre série sur l'autopsie de crise avec Alexandre. Bonjour à tous. Ça va bien? Ah, ça va super bien. Heureux toujours d'être là. Oui. Toujours. Toujours beaucoup de travail finalement parce qu'on justement ça nous amène, les actualités nous amènent aussi des choses. Fait que cette fois-ci, on va aborder le cas du collège Montmorency qui a fait largement les médias au moment où on enregistre. C'est sûr que quand l'épisode va diffuser, ça va être, en tout cas j'espère, la crise derrière eux complètement à ce moment-là. Il y a eu plusieurs rebondissements dans cette histoire-là, dont le dernier qui a suscité mon intérêt pour en parler. Qui a fait les journaux sur quoi les informations se seraient retrouvées dans le dark web, puis un article dans la presse qui en relate. Je vais te laisser expliquer la chronologie de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé, puis on va justement décortiquer les éléments qui auraient pu être un peu mieux gérés, puis justement utiliser ces éléments-là pour partager avec tout le monde pour qu'on augmente la connaissance collective là-dessus, puis pour que d'autres collèges ne vivent pas les mêmes problèmes, puis justement tu tires un enseignement utile de cette crise-là qui a malheureusement affecté le collège Montmorency. Donc bonjour à tous, on va faire un petit peu le déroulé, mais avant ça on va regarder un petit peu le cégep, le collège Montmorency. En fait c'est un cégep public situé à Laval, c'est le premier établissement d'enseignement supérieur à Laval, seul établissement collégial établi à Laval, donc c'est quand même pas mal centré. Donc bien évidemment, il offre des services de formation sur mesure aux entreprises. Et puis dans ce cégep, il y a des techniques, des programmes qui sont offerts, qui sont les seuls dans ce coin-là. Donc programme de technique d'orthèse, de prothèse, d'orthopédique, technique de muséologie, technique de sécurité incendie. Donc c'est un collège qui est quand même assez orienté, assez spécifique. Quelques petits chiffres là-dessus, c'est 8800 étudiants à l'enseignement régulier, et puis c'est 1300 membres de personnel. Donc c'est pas un petit collège, ça reste quand même assez conséquent. Alors au niveau des dates et du déroulement, l'événement a commencé le 11 mai 2002. L'équipe, en fait, le groupe qui a fait la cyberattaque, c'est Avos Locker, et il y a eu quelques impacts, on va dire immédiats par rapport à la disponibilité des services. Ça a été en fait une journée d'arrêt sur les cours, donc ils ont fermé le collège pendant une journée, ce qui au final n'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut subir par rapport à d'autres cyberattaques. Donc l'impact d'arrêt d'activité est quand même plutôt faible. Et puis au final, il y a eu une semaine pendant laquelle le réseau interne du collège n'a pas été opérationnel. Le 19 mai, l'enquête a commencé à démontrer qu'un certain nombre de renseignements personnels ont potentiellement été compromis. Alors, toujours au début des types de crises comme ça, de cyberattaques, on est toujours très prudent sur les données. Est-ce qu'elles ont été volées? Est-ce que c'est compromis? Est-ce que c'est pas compromis? C'est toujours très très flou, mais il faut pas se leurrer. Quand il y a une cyberattaque, il y a aucun doute que les données ont été volées et qu'à un moment ou un autre, on va s'en servir pour extorquer des fonds. Donc, quand même, dans le doute, il y a eu des offres de services qui ont été données, et notamment pour la surveillance des dossiers de crédit. Ça a été donné sans frais aux employés. Donc déjà, 19 mai, on suspecte qu'il y a des vols de données. On met en place une offre de service concernant justement la surveillance des crédits, ce qui est toujours très très positif. On offre aussi à cette époque-là, un accès direct spécialisé en relations d'aide, donc pour les personnes qui psychologiquement auraient été déstabilisées par le fait que leurs données ont été volées, que potentiellement il peut y avoir des conséquences par rapport à ça. Mais elle se déroule, on arrive à juin, donc cette fois-ci on n'est plus sur les données des employés, mais ce qui ressort, c'est que les données d'un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes auraient pu être elles aussi exfiltrées. On est toujours dans le conditionnel, c'est toujours quelque chose qui fonctionne, c'est du récurrent. Là encore, on offre du service, dossier de crédit pour les étudiants qui sont touchés. Alors quand on commence dans une communication à dire potentiellement il pourrait y avoir des vols de données, et puis que dans la phrase d'après on offre des services pour protéger les gens, c'est qu'on n'est plus dans quelque chose d'hypothétique, c'est qu'on est généralement dans quelque chose de réel. Donc en termes de communication, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus.
Allez, 26 août, donc le directeur du collège explique que l'établissement a constaté le 26 août qu'une grosse fuite de données était partie. Donc on est toujours sur de la fuite de données par rapport à ça, mais là cette fois-ci elle est grosse, elle est conséquente. Et c'est vrai que ce qu'on a pu voir apparaître, c'est quand même des dossiers disciplinaires, c'est une liste d'élèves qui font du plagiat, c'est de l'inconduite sexuelle, etc. Donc c'est pas mal de dossiers quand même où ça va toucher là à un côté disciplinaire qui est pas forcément une bonne chose à mettre sur la place publique de façon inopinée. Donc un certain nombre de données ont été exfiltrées, ils sont accessibles sur le dark web, donc à partir du 30 août, c'est confirmé. Il y a une enquête policière qui est en cours. Alors dans la recherche, on la voit à ce moment-là, mais j'imagine bien que l'enquête policière, elle a commencé dès le départ. Si elle n'a pas commencé dès le départ, il y a une erreur à gérer. Et puis, ils ont octroyé un contrat à une firme de cybersurveillance qui a la charge de surveiller une vigie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, on est le 30 août. Quand on regarde les communiqués de presse, etc., les communications, 30 août, on est quand même plusieurs mois après le début de l'événement. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire si ça s'avère le cas. 9 septembre, enquête policière toujours en cours, et l'enquête policière, je vous l'indique, elle va durer des mois et des mois et des mois, et possiblement des années derrière. Donc, une enquête policière est toujours en cours. Le collège n'est pas en mesure de confirmer quelles données ont été rendues accessibles sur le dark web. Donc ça pose quand même un problème parce qu'il y a des sociétés spécialisées qui peuvent aller sur le dark web, qui vont d'ailleurs sur le dark web et qui regardent. Qui plus est, si on regarde la remontée des événements, on s'aperçoit que dans les communiqués précédents, on parle comme quoi ils sont déjà dans le dark web. Donc là, on a un petit problème au niveau de la communication. C'est un enjeu dans une gestion de crise. Donc, il y a des mesures supplémentaires qui ont été déployées par rapport justement à ces annonces. Donc, l'ensemble de l'infrastructure réseau a été revu pour sécuriser, pour une sécurité accrue. L'authentification multifacteur est devenue obligatoire pour tous les utilisateurs. Donc, authentification multifacteur, si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous d'en avoir une. Ça permet de limiter les dégâts. La stratégie de copie de sauvegarde a été revue. Ah, ça, qu'est-ce qu'on détermine par un intitulé de ce type-là? C'est que les sauvegardes, à mon avis, ça ne va pas être très très brillant derrière. Comme d'ailleurs la majorité des entreprises, c'est une faille en termes de continuité des affaires que je vois partout. Les sauvegardes, c'est le bazar derrière. La flotte informatique du collège est en voie d'être complètement reconstruite. Donc j'imagine que tous les systèmes qui mettaient à disposition des portables, des iPads, des choses comme ça, voire leurs serveurs, ils sont en train de faire le ménage dessus. Et quand on parle de reconstruire, ça laisse sous-entendre qu'il y avait des serveurs qui étaient pas mal maganés, qu'il a fallu tout repartir à zéro. Et quand on repart à zéro de la reconstruction d'un serveur dans le cadre d'une cyberattaque, ça se fait pas en une journée comme quand on reprend suite à un sinistre d'un incendie, mais ça se prend en plusieurs jours. Il faut analyser quel type d'attaque, quelles sont les failles, et puis comment est-ce que je vais reconstruire, et puis mes données, mes sauvegardes, elles sont peut-être pas forcément là, et puis les données, il va falloir les reconstruire. Donc ça prend des semaines, c'est terrible. Les droits d'accès des membres de la direction des technologies de l'information ont été réévalués et limités. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Ça veut dire que les droits étaient pas top. Et là encore, pour beaucoup d'entreprises, les droits sont pas top. On doit séparer justement les responsabilités. Donc ça, c'est un enjeu qui est très très important parce que à partir d'un droit, quand on accède à un droit d'administrateur avec des privilèges élevés, c'est la fête du slip. On va partout sur le réseau et on fait tout ce qu'on veut. Et les hackers, ce qu'ils cherchent, justement, c'est ça, c'est d'avoir les droits. Donc là-dessus, il y a quelque chose à regarder. Donc réévaluer et limiter, limiter. Je vais rebondir sur ce point-là, puisqu'il est très intéressant au sens où ce que je vois souvent en entreprise, c'est qu'au niveau des administrateurs, il y a énormément de difficultés à accepter que leurs privilèges soient limités. Justement, ça m'empêche de travailler et ainsi de suite. Puis là, ça va bougonner, puis ça voudra pas opérer. Puis ça, c'est un bel exemple où justement,
cette séparation-là aurait probablement ralenti, voire limité les dégâts dans lesquels ils ont été. Fait que c'est d'autant plus important que ce cas-là. On fait l'exercice malheureusement a posteriori. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le faire a priori avant qu'un incident arrive, justement pour limiter la portée. Puis ce que j'appelle régulièrement la zone de déflagration, c'est-à-dire que si on perd le contrôle d'un compte, ben ce compte-là, s'il a accès à tout, ben il va faire tout exploser. S'il a accès à moins de choses, ben il va limiter la portée des dommages, donc limiter la conséquence de ce qui va se passer, là. Et ça, c'est super important, hein, parce que, comme tu le dis, la zone de déflagration, plus tu as de privilèges, plus tu peux mettre le bazar, quoi. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Il y a aussi un autre truc qui est ressorti, donc, dans les améliorations qu'ils mettent, et a posteriori, à toute évidence, le nombre d'accès possibles à notre réseau informatique a été réduit. Là encore, les accès possibles, on est toujours sur la notion d'accès et de privilèges. Ben, plus vous avez de monde que vous permettez de rentrer chez vous, plus ils vont bousculer vos tables, vos vases, et puis il va y avoir de la casse. Et ben c'est exactement le même principe. Donc limité. Donc les mesures supplémentaires déployées, ça démontre bien en fait là où il y avait des failles. Et c'est pas propre au collège, et il faut pas jeter l'opprobre par rapport à ça. C'est propre à toutes les entreprises. Et partout où je passe, toutes ces mesures supplémentaires déployées, eh ben c'est quelque chose qui devrait être fait bien avant. Ça limiterait en fait, ça ralentirait la progression, et puis ça limiterait la surface d'attaque. Bien évidemment, il y a des organisations qui sont venues en aide au niveau du collège Montmorency, parce que collège, c'est l'enseignement, c'est leur force, c'est pas la cybersécurité, c'est pas l'informatique. Donc ils peuvent pas, quand on se fait cyberattaquer, on peut pas faire ça. Et la première des choses, d'ailleurs, en gestion de crise, hein, et quand on prépare une gestion de crise, la première des choses, c'est de savoir vers qui vous allez vous retourner. Quoi faire, comment faire, avec qui le faire. Je le dis souvent, ça. Quoi faire, comment faire, avec qui le faire. Et avec qui le faire, c'est d'avoir déjà une liste de compagnies vers qui vous pouvez vous retourner, une liste d'actions que vous allez devoir faire. Et donc là, les compagnies les organisations ou les compagnies qui ont aidé justement le collège Montmorency, il y a le centre opérationnel de cyberdéfense du gouvernement du Québec, donc qui appartient au ministère de la cybersécurité et du numérique, et qui a pour objectif et pour mission d'accompagner les organisations, les ministères dans le cadre de cyberattaques, de faire de la veille, de les accompagner lorsqu'ils sont cyberattaqués. Tout ce genre de choses-là, c'est leur business. Donc, ils sont intervenus. Et un petit peu plus tard, dans une revue de presse, on s'aperçoit que il y a un déficit côté gouvernement. Mais il faut le savoir, le CGCD, dès qu'il y a un problème au niveau gouvernement, ils interviennent. Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Nicolas? Non? Oui? Non, absolument pas sur ce volet-là. C'est vrai, effectivement, ils offrent le support, mais ils sont pas nécessairement. C'est ça, ils arrivent en cas de crise. Ces enfants sont un peu les pompiers du gouvernement où ils viennent intervenir puis appuyer surtout les organismes qui ont peu de capacité, là, comme ce collège-là, mais comme l'ensemble des collèges aussi, là, ce qui est un peu, oui, ils sont spécialisés, comme tu mentionnais, sont spécialisés en éducation. Et là, il faudrait qu'on trouve une stratégie pour que ces établissements-là, puis en santé aussi, ça peut être sensiblement la même chose, des aider à rehausser le jeu, pour justement que cette situation-là ne passe pas, qu'on ne soit pas en mode pompier puis récupérer le tout après incident, là. Ouais, tout à fait. Et donc le CGCD, donc si vous le saviez pas encore pour les personnes, les MO, mais normalement vous devriez le savoir parce que vous avez des réunions régulières, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Comme tu dis, c'est les pompiers de la cybersécurité du gouvernement, et ils font un très bon travail. Ensuite de ça, il y a l'équipe bouclier de la Fédération des Cégeps. Alors moi, ça, je connaissais pas, mais il y a aussi donc une équipe spécialisée qui aide justement les Cégeps par rapport à ça. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a le ministère de la cybersécurité et du numérique. Par rapport à ça, il y a des comités de crise. Il y a un comité de crise qui existe dedans, et puis il intervient au besoin si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, il intervient pas. Et ensuite de ça, il y a la firme KPMG qui a aidé en fait le collège pour tout ce qui est certainement, j'ai pas le détail, mais certainement la reconstruction des systèmes, la partie analyse forensique de la cyberattaque, la relation avec les cyberattaquants, etc., la relation peut-être avec les assurances. Et puis normalement, il y a des assurances qui embarquent là-dedans.
Quelques petites informations pertinentes. Donc tout à l'heure, je vous parlais, contrairement à une cyberattaque, comme on a vu d'ailleurs DRP la dernière fois quand on a fait l'autopsie de DRP, où ça a bloqué les sites de production pendant plusieurs semaines, puis pas mal de choses. Bah là, en fait, au niveau de l'indisponibilité, ça a été plutôt faible, même voire très faible. Le cœur business en fait du collège a continué à fonctionner. Donc il y a eu une journée d'arrêt, une semaine où les élèves n'avaient pas accès au niveau du réseau, ce qui reste quand même relativement facile, relativement bien. Plusieurs systèmes sont toujours débranchés 4 mois après l'attaque. Ça veut dire que bon, quand même. Ça pose problème. Mais leur core business, qui est la formation en fait, l'éducation, la formation, eh ben c'est pas touché. Donc ça doit être certainement des aspects comptables, administratifs, de ce genre de choses, peut-être des suivis de dossiers, possiblement, puisque la partie des dossiers a été touchée, puisqu'il y a des informations qui ont été volées. Au total, il y a quand même près de 8000 gigaoctets qui ont été volés. 8000 gigaoctets, ça fait pas mal de films 4K. Ça en fait beaucoup quand même. Donc ça amène de la donnée qui circule dans le dark web. Et puis quand on a fait un petit peu la recherche, je suis tombé sur un article qui était intéressant là. C'était sur la CAI. Alors la CAI, il y a la loi 25, le projet de loi 64 qui est passé loi 25, qui sort aujourd'hui, n'est-ce pas, Nicolas Loïc? Et par rapport à ça, c'est intéressant, dans cet article de presse, il n'y a pas que les élèves et les employés qui sont restés dans le noir après la fuite massive des renseignements personnels au Collège Montmorency. La commission d'accès à l'information, donc la CAI, n'a pas été informée non plus. Le chien de garde des données personnelles a pris l'ampleur des dommages jeudi dans la presse et se dit très préoccupé. Donc on va voir justement avec la loi 25 là, comment ça va se passer, mais normalement il y a obligation d'informer cette organisation-là. Et puis il y avait un autre article qui était aussi intéressant, silence côté du ministre de la cybersécurité, et puis on en parlait un petit peu tout à l'heure. Si la commission s'inquiète fortement de la situation du collège, le ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr, s'est abstenu de tout commentaire malgré nos demandes d'entre eux. Ça là-dessus, il faut bien voir une chose au niveau gouvernemental. Il y a des outils de gestion de crise par rapport à ça. Il y a des protocoles, il y a des processus, donc il n'existe pas rien. Il y a des choses qui existent. Par contre, il y a des décisions qui sont prises à savoir est-ce qu'on va déclencher une gestion de crise gouvernementale ou pas. Et ça va dépendre d'un certain nombre de critères par rapport à ça. Mais sachez qu'il y a quand même des actions derrière. Le CGCD, on en parlait tout à l'heure. Dès qu'il y a un événement, dès que un mot signifie qu'il y a un événement, et ça marche sur quatre niveaux, eh ben le CGCD embarque et le comité de crise gouvernemental derrière est informé par rapport à ça. Donc il y a un suivi qui se fait. Donc ce n'est pas parce que il n'y a pas une communication systématique dans la presse du ministre Kerr ou du gouvernement qu'il n'y a rien qui est fait. Et ça c'est quelque chose qui est peut-être dommage au niveau de la communication. C'est que l'univers a horreur du vide. Et si en effet le gouvernement ne communique pas et on est dans une société de communication où on est dans l'instantanéité et quelque part c'est dommage. Et en fait on attend tout le temps que le gouvernement communique, que on ait des informations en permanence. Et ce n'est pas parce qu'il ne communique pas ou il communique peu qu'il y a rien qui se fait derrière. Et ça c'est très dommage. Il faut faire attention à ça. Et ça pour ça moi j'ai tendance à protéger le gouvernement. Il n'a pas à toujours communiquer par rapport à ça. Sinon, on s'en sort plus, quoi. Donc, sachez qu'il y a quand même, j'insiste lourdement, qu'il y a quand même tout plein d'actions derrière qui se font là et qui se font très très correctement. Donc, régulièrement, on voit sortir cet aspect de choses dans les journaux, quoi. Sur ça, je vais rebondir un peu parce que on le voit beaucoup dans l'espace public. Les gens critiquent l'absence de communication. Dans ce cas-ci, il y en a eu, puis il y a des zones que effectivement il y aurait le collège ou le gouvernement aurait pu mieux communiquer, justement pour remplir le vide qui a été rempli par d'autres. Cependant, comme toi, on ne peut pas communiquer toutes les actions qui sont posées parce qu'il y a beaucoup d'actions dans une gestion de crise. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises, il y a beaucoup d'éléments qui sont incertains.
Puis on communique pas l'incertitude non plus. Donc, tant que les choses n'ont pas atteint un niveau de certitude suffisant, on ne le communique pas. Fait qu'il faut aussi comprendre que l'absence de communication n'est pas l'absence d'action concrète posée par les choses. Puis d'ailleurs, c'est un point très important que tu m'as mis en lumière d'ailleurs. Quand tu m'as fait en off tout un peu la chronologie de l'événement, moi, j'étais resté figé sur le dernier article qui est publié, justement, qui a initié le fait qu'on enregistre, où il était très négatif en termes de comment la communication a été faite. Et justement, là, amené en lumière, puis critiquait cet aspect-là. Quand dans les faits, il y a eu quand même plusieurs communications, peut-être mal faites, peut-être pas réussies, mais ils n'ont pas été muets de l'ensemble de l'incident. Donc, c'est peut-être justement de regarder pourquoi c'est l'inefficacité de ces communications-là pour atteindre l'objectif, qui est peut-être plus important dans ce cas-ci. Là, c'est très intéressant. La communication, c'est un enjeu très très important dans une gestion de crise. Et on le sous-estime énormément, la communication. Et on le voit, hein, trop de communication tue la communication. Pas assez de communication va permettre un boulevard de bêtises dites par des intervenants qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe. Et c'est c'est une des choses les plus difficiles, la communication. En plus de ça, c'est vivant, la communication. Si vous dites quelque chose qui est réel, un fait, bah vous êtes quasiment sûr qu'il y a quelqu'un qui va embarquer dessus et puis qui va sortir des niaiseries ou qui va dire mais regardez, ils ont rien fait, etc. Et donc c'est excessivement difficile. Il y avait eu un événement sans dire lequel, la communication avait été parfaite. Et ils avaient été dit, on prend en compte, voici ce qui se passe, etc. Voici les actions là. Et il y a un journaliste qui est embarqué là-dedans et puis qui a tourné, qui a interprété ce qui était dit là, et en fait a ressorti derrière des choses qui n'étaient pas vraies. Donc il y a eu un arrangement avec ce journaliste-là pour lui expliquer que déjà c'était pas bon ce qu'il disait là et qu'il fallait qu'il rattrape les choses parce que c'était pas bon. Mais tout ça pour dire qu'en fonction de comment est-ce que la communication va être interprétée, en permanence, on va avoir des effets de bord. C'est comme la politique. Hein. Vous prenez une décision. Pour certaines personnes, ça va être une bonne décision. Pour d'autres personnes, ça sera une mauvaise décision. On est en pleine élection là. Il suffit d'écouter les journaux là. C'est bon, c'est mauvais, c'est ce que vous voulez. Et la communication, on est exactement sur le même registre. Que l'on communique, on aura toujours des pour et des contre. Quoi qu'il en soit, il y a des éléments de base dans la communication. On ne communique pas des choses qui ne sont pas sûres. Tout ce qui est interprétation dans des communiqués de presse, c'est sujet à bazar derrière. Donc quand on va communiquer des choses qui sont réelles, connues, validées, certifiées, qui permettent que on ne peut pas remettre ça en cause. Ensuite, dans la communication, il y a des choses qui sont secrètes. Tu le disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on communique pas qu'il n'y a pas des choses que l'on fait, qu'il n'y a pas un plan d'action. Et dès qu'il y a une crise, même si la crise au début n'est pas forcément organisée, il y a des actions qui sont prises. Quand il y a une cyberattaque, les forces policières, elles embarquent très très tôt dans le processus. Les assurances, les sociétés de support, etc. embarquent très très tôt dans le processus. Il y a des actions qui sont faites, il y a des investigations qui sont faites, il y a des enquêtes qui sont faites. Tout ça fait partie en fait du domaine du secret et on ne peut pas en parler. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que tout simplement, les hackers, ils sont à l'écoute de tout ça. Ils sont à l'écoute bien évidemment des médias, mais ils ont d'autres sources d'informations. Et c'est toi-même qui me disais une fois, ils ont même cyberattaqué le comité de crise. Donc ils savaient en direct live ce qui se disait dans un comité de crise. Donc ils ont des sources d'informations. Donc plus en fait on reste confidentiel dans l'évolution de la crise, dans la résolution de la crise, plus on se sécurise. Par contre, ça a un effet de bord qui est pervers, c'est que le public, les journalistes, les employés, les personnes qui sont touchées, eux, ils veulent de l'information. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre. Et en termes de communication, c'est un exercice qui est franchement pas le plus facile. Donc, on peut avoir, nous, ce qu'on met en place, c'est des gabarits de base de communication qui vont émettre des informations qui sont basiques du style, on est en contrôle, on est en train de faire les choses, on est appuyé par telle ou telle firme, le type d'attaque que l'on a, ça correspond à ça, et voici les implications, voici les actions que l'on fait, comme protéger des personnes sur les enquêtes de crédit, ce genre de choses-là, mais ça reste du basique, ça reste la face visible de l'iceberg. Mais tout ce qui est en dessous de cette face visible de l'iceberg,
cette face visible de l'iceberg, eh ben, on ne peut pas en parler. Et ça peut être frustrant pour beaucoup de monde. Et c'est là où, en fait, la nature humaine est un peu mal faite. C'est que l'univers a horreur du vide. Et nous, là, dès qu'on a, en fait, un vide, eh ben, on a un hamster qui tourne. Et puis, forcément, on va aller à la facilité. Ouais, mais c'est la faute du gouvernement. Ouais, mais c'est la faute de l'entreprise. Ouais, mais elle fait rien, etc. Croyez-moi, là, pour avoir vécu des crises, s'il y a bien des gens qui bossent au moment de la crise, là, c'est tous les gens qui sont concernés. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi pour avoir fait participer à gérer beaucoup de crises. C'est pas parce qu'il y a une absence de communication publique que les gens ne font rien, sont généralement à pied d'œuvre justement pour rétablir la situation, rétablir les choses. Comme tu le mentionnais, c'était dans les mandats que tu exécutes, c'est justement de la préparation de gabarit parce que c'est important parce que en gestion de crise, tout dépendant de l'ampleur de l'entreprise ou de l'organisme public, on n'a pas nécessairement les ressources pour faire de la communication. On dirige l'ensemble des ressources à la résolution du problème, de l'incident. Donc aussi, cette capacité-là, fait que d'avoir les gabarits en place permet justement de pas passer un temps fou, de diverger des énergies qui servent à résoudre l'incident à communiquer, parce que maintenant, on ne peut pas... Ça fait que ça aide un peu, fait que ça vient un peu placer l'organisation à un endroit où il n'y a pas de vide, mais elle diverge très peu d'énergie qui lui sert à résoudre son incident jusqu'à après. Là. Et ça aussi, si on peut faire une petite synthèse par rapport à cet événement-là, on est vraiment sur un événement où, hormis le fait que bon, il y a des systèmes qui ont été hackés, qui ont été bloqués, etc. Bon, ça c'est de la mécanique, on le répare, c'est des choses qui sont connues, qui sont maîtrisées, que bon, ça prend du temps, mais quoi qu'il en soit, on arrive en fait à retomber sur ses pattes. Sur la communication, en effet, c'est des choses, il faut les prendre avant même que le sinistre arrive et donc être prêt, avoir des communications de base et puis vivre avec la communication sur les réseaux sociaux, etc., avoir une veille, etc. Pour ça, si vous n'êtes pas capable de le faire chez vous, il y a des entreprises, il y a des firmes de communication de crise qui le font très bien, qui vont regarder les réseaux sociaux, qui vont suivre, qui vont vivre justement cette communication. Et puis, sur ce type d'événement où on a une divulgation de données personnelles, en fait, on ne peut pas faire grand-chose au final. Une fois que les données, et tu donnais un exemple, et à la rigueur, j'aimerais bien que tu interviennes là-dessus. Tu donnais un exemple sur les données une fois que c'est perdu, et tu faisais un parallèle avec la piscine. Et je te laisse y aller là-dessus parce que je trouve que le parallèle était vraiment très très bien. Ouais, c'était intéressant parce que dans ma carrière, on m'a longtemps donné l'exemple que si les banques le font pas, c'est pas grave parce que les banques, c'est la haute sécurité et tout ça. Mais la réalité, c'est que les gens font cette analogie qui est fausse parce que si on prend les banques comme étant une réserve d'argent et non juste un des dossiers personnels pour avoir juste l'argent, c'est fongible. Fait que si on perd, si la banque perd de l'argent, c'est un trou dans sa piscine, l'eau fuit, l'argent fuit, et ils vont colmater le trou. Donc là, ça a été de fait. Puis ils vont juste remettre de l'eau, donc remettre de l'argent. Donc, ils vont faire disparaître le problème. Cependant, quand on arrive avec des informations personnelles, c'est pas fongible du tout. Ça nous appartient. Puis une fois qu'on a perdu le contrôle de ces informations-là, elles deviennent vivantes dans la nature, hors de contrôle. Donc, les dommages pour les personnes de qui les dossiers ont fuité, dans le cas-ci, les dommages peuvent être assez importants puisqu'il y a des dossiers d'enquête, il y a des dossiers d'étudiants qui ont été fuités avec des informations qui là, j'évalue pas la valeur, pas la valeur, mais le résultat de ces dossiers-là, ou le résultat, disons, là, on parle de l'enquête, tu mentionnais l'enquête, le résultat de l'enquête est X, mais c'est pas ça que les gens vont retenir. Puis le dommage qui a été fait pour l'individu, que le résultat de l'enquête l'ait mis coupable ou pas, et fait que c'est juste l'information qui précède la décision qui est retenue dans l'espace public. Fait que le dommage pour la personne devient permanent, devient continu. Puis ça, c'est déjà là, je te relance sur ton analogie. C'est comme un ruban de papier collant, de scotch, lequel on essaie de se débarrasser et qu'à chaque fois qu'on essaie de se faire, il vient nous rattraper. Fait que ces dommages-là sont importants. Il faut s'en rendre compte. C'est peut-être justement d'où l'importance que la nouvelle loi qui rentre en vigueur aujourd'hui, c'est un hasard qu'on enregistre cette journée-là, mais justement, elle vient protéger avec des meilleurs moyens les informations des gens, justement, pour pas qu'on se retrouve dans des situations qui sont comme ça, que ces gens-là vont vivre avec des stigmates permanents parce que les informations ont fuité de façon
contenu, puis ils sont là, tu sais, ils ont pris vie, puis on en a perdu le contrôle, là. Ça fait que c'est un peu dans cette officielle-là qu'il faut, arrêter de faire l'analogie de la banque, s'il vous plaît, parce que on n'est pas dans le même univers. Le dossier d'information personnelle va prendre vie en dehors de l'organisation une fois qu'il a fuité, qui est dans le dark web, des choses comme ça. Puis encore là, puis on peut aller même un peu plus loin, parce que dans ce cas-ci, c'est des informations beaucoup plus sensibles qu'un fuité. Parce que là, on va reprendre ce qu'on entend souvent l'exemple de Desjardins. Mais tu sais, les informations qu'on fuité chez Desjardins ne sont pas si pires que ça tant qu'à moi, dans l'absolu maintenant, puisque je pense qu'on devrait considérer le NAS comme une information publique dans tout, parce qu'il est tellement fuité que je comprends même plus pourquoi il donne de la valeur. On devrait arrêter de donner de la valeur à cet élément-là. Puis si on regarde la création du NAS, c'est un numéro de dossier au ministère du Revenu. C'est tout ce que c'est. Et je ne comprends pas pourquoi on utilise un numéro de dossier puis on lui donne tant d'importance. C'est comme si mon numéro de dossier chez Bell Canada était d'une grande importance, puis lui, il venait ouvrir plein de portes. Là, je trouve ça un peu fou comme idée. Il faudrait qu'on arrête de faire cette approche-là parce qu'elle est problématique. Il y a plusieurs de nos informations de base, comme celles qui ont fuité dans le cas de Desjardins, qui sont semi-publiques de toute façon, ou parce que les fuites ont eu lieu, puis pas juste Desjardins, il y en a des masses. On devrait arrêter de faire ça. Mais dans le cas des dossiers d'enquête, par exemple, mais là, c'est une information qui est plus petite, puis justement qui peut ultimement créer plus de dommages à l'individu. Puis dans le cas du collège, ce qu'on donnait comme support, l'enquête de crédit, puis ces affaires-là, la protection de crédit, ne vient pas protéger contre cet élément-là non plus. Il ne vient pas réparer. Fait qu'on vient réparer l'espace crédit, c'est parfait. C'est bien, puis ils ont bien agi, puis en fond, ils ont suivi le playbook, le standard de quand on a une fuite, puis on fait ce genre de choses-là. Mais quand on arrive sur l'autre côté, pour le peu d'individus avec les dossiers qui ont une grosse valeur sur leur vie, ou un gros impact sur leur vie, ou des préjudices sur leur vie, là, on se tombe dans une zone qui est moins bien contrôlée, qui a été moins bien manœuvrée aussi par le collège dans ce cas-ci. J'ai l'impression que parce qu'il n'y a pas de playbook standard, il n'y a pas de façon standard de gérer ça. Fait que il a été laissé à eux-mêmes. Puis bon, dans un contexte où on l'a mentionné à plusieurs reprises, ils ne sont pas spécialisés en cyber. C'est en quelque sorte normal. Ce playbook est inexistant, donc ils n'ont pas pris d'action concrète par rapport à cet élément-là parce que c'est pas dans le parcours commun. Puis là, il faudrait justement changer les parcours communs ou outiller ces organisations-là, ces collèges ou les institutions de santé aussi, avec des playbooks, des parcours communs qui viennent justement, si vous avez tel genre d'informations, mais puis ça fait partie de ton travail, là, justement d'avoir des processus ou des éléments qui leur permettent de répondre puis de prendre les bonnes décisions. Dans ce cas-ci, ça a été ce qui était un peu, à mon sens, un peu manquant. Surtout sur le dernier article qui est apparu dans la presse, qui était un peu brutal avec le collège. Mais on voit aussi justement que ce parcours-là d'information personnelle était mal maîtrisé. Puis que là, le rafraîchissement de la loi sur la protection des données va justement venir obliger les organisations. Puis là, tu parlais de déclaration à la CAI. Oui, à partir du 22, on est obligé. Aujourd'hui, on est obligé. On est obligé d'avoir un processus de gestion d'incidents. On est obligé d'avoir une panoplie de choses qui sont plus en place, justement, qui va rehausser pour tout le monde. Mais là, on est bref. Ouais, c'est là où c'est intéressant. Là, il y a vraiment, comme tu dis, deux types de données. Il y a des données en effet bancaires et bon, écoute, ça se reconstruit, mais il y a des données qui sont tellement personnelles de vie qui vont impacter ta vie future. Quand on parle, là, il y avait un exemple sur les élèves qui sont nommés comme étant des plagieurs. Bon, ça c'est maintenant sur la place publique. Je suis pas sûr que ça va aider beaucoup l'élève à trouver un boulot plus tard si ça réapparaît, puisque maintenant c'est à la place publique, donc on peut le retrouver. Des personnes, des élèves ou des professeurs avec des inconduites sexuelles. Quelque part c'est bien que l'information est fuitée parce qu'il y a peut-être des choses qui vont être traitées derrière, mais ça n'empêche que ça va détruire la vie, que normalement on a un processus judiciaire qui doit faire son exercice, son œuvre, sans que ce soit la manne publique qui va faire ça. Donc, ce genre de choses-là, d'informations très très privées qui engagent la vie d'une personne à long terme, c'est pas la même chose que en effet un numéro de NAS que tu voles, parce que maintenant le numéro de NAS, à la limite, tu pourrais presque le reconstruire toi-même là. Donc là-dessus, ça joue énormément. Donc là-dessus, en effet,
pour tout ce qui est communication, faut être très très attentif sur ces points-là. Et ça amène aussi un aspect sécuritaire où la réflexion devrait être faite dans toutes les entreprises. Et on a eu le cas dans DRP. Sur des informations du style vol des passeports ou des données hyper personnalisées. Le passeport, c'est quand même très personnalisé. Que là aussi, peut-être que c'est peut-être pas utile d'avoir ce genre d'informations sur le réseau au même titre que les autres. Peut-être que ça devrait être dans une zone un petit peu plus protégée, moins accessible, encore moins accessible que l'accessibilité normale. Donc ça, c'est toute une réflexion et c'est le propre justement des autopsies qu'on fait, c'est de regarder un petit peu, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait la sécurité par rapport à ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que une fois que la crise est arrivée, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer? Comment est-ce qu'on peut être plus attentif sur des personnes qui se sont fait voler des données très très sensibles qui peuvent impacter leur avenir? Donc tout ça là, c'est des choses qu'il faut justement préparer à l'avance. Et ce que tu dis, et j'aime bien là, sur le playbook, en effet, on a des playbooks très techniques en fait. Voilà, il arrive ça, tu fais ça. Il arrive ça, tu fais ça. Il arrive ça, tu fais ça. Mais dès que ça touche en fait à la matière humaine, là, on n'a pas franchement de playbook. On y va un petit peu de la sensibilité de chacun. Et c'est là où, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire, parce que quand tu te fais voler des données personnelles sur des choses qui peuvent engager ton avenir, avoir une sécurisation de ton enquête de crédit, ça va pas te servir à grand chose. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Il y a des services qui justement nettoient le dark web de toutes les informations pas le dark web mais le web en tout cas, sur toutes les informations qui te concernent. Il y a des services sur ça qui existent pour blanchir, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour blanchir justement ton identité numérique, tes traces sur le web. Donc il y a des tas de choses comme ça. Donc là aussi c'est quelque chose à voir. Donc voilà, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est un autre type d'impact. C'est un autre type de gestion de crise, mais ça reste super pertinent. Oui, c'est ça, c'est un exemple particulier parce que là on voit plus le problème de communication dans ce cas-ci, justement de guider. Puis c'est justement c'est pour ça j'ai cru bon le prendre justement pour qu'on mette en lumière les éléments où ont été moins bons pour que justement on puisse en tirer des enseignements. Puis c'est ça qui est important pour que justement, je mentionnais justement d'avoir des playbooks, peut-être qu'il faudrait que le gouvernement développe des playbooks spécifiques pour ce genre d'informations-là puis qu'il diffuse à ce type d'organisme-là pour pas qu'il improvise. Puis c'est peut-être un des éléments les plus dommageables dans une crise, c'est quand on commence à improviser. Parce qu'on n'est pas toujours bien outillé, on n'est pas toujours la clarté sur des choses. C'est justement ces guides-là viennent nous appuyer énormément dans des prises de décision. Puis une saine réflexion dans certains cas, là, dans ce cas-ci, il aurait pu avoir, ça aurait pu être mieux géré pour le volet humain. Mais c'est probablement parce que les playbooks ne sont pas ça. Parce que le restant des volets, tu l'as dit, ça a été une journée de panne informatique pour les étudiants. Pour les cours, finalement, c'était une semaine de réseau qui était à terre. Ils ont remonté les systèmes quand même dans un temps qui est quand même assez rapide, somme toute. Mais c'est ça. On est à peu près là. On a fait, je crois, le tour de oui, tout à fait, je pense aussi, de la question. Ouais, tout à fait. C'est parfait. Excellent, mais je te remercie énormément pour ton temps, ta générosité, puis justement d'avoir participé à ça. Je vais encore mettre un lien vers ton infographie que tu produis dans ces conditions-là. C'est très intéressant parce que ça vient synthétiser les éléments, puis justement donne des points d'ancrage très importants peut-être pour les gens qui sont plus curieux d'aller fouiller plus loin, puis de comment justement dériver de l'information encore plus intéressante pour eux. Merci. Merci. Bye.